Bon, eh bien, bonjour à tous. Nous nous étions déjà rencontrés il y a 15 jours pour cette question d'organisation patrimoniale autour des personnes en situation de handicap. Nous avions étudié précédemment la situation des parents d'un enfant handicapé, quel que soit l'âge de l'enfant, en matière de déficience intellectuelle, handicap mental, et nous avions envisagé les questions d'organisation patrimoniale pour les parents et de succession des parents d'une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, nous voyons plus particulièrement la situation de la personne en situation de handicap mental ou de déficience intellectuelle elle-même. Sur 3 points que je vous propose d'étudier, quelles sont ces ressources et quel placement peut-on conseiller pour une personne en situation de déficience intellectuelle ou de handicap mental? Les questions d'aide sociale qui, je le sais, vous préoccupent tous beaucoup. Il y avait beaucoup de questions préalables lors de votre inscription sur ces questions d'aide sociale. Qu'est-ce que la participation? Qu'est-ce que la récupération? Est-ce qu'on va tout lui prendre? Etc. Ça, c'est une question lancinante chez les parents. Et puis la question de la succession d'une personne handicapée mentale ou déficiente intellectuelle. Lorsque la personne handicapée vient à décéder, quels sont ses héritiers? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'État va récupérer? Qu'est-ce que le département va récupérer? Quels sont les droits des frères et sœurs, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Une fois de plus, comme lors de la précédente conférence, je vais vous donner quelques informations générales. Je ne peux pas rentrer dans la situation individuelle de chacun d'entre vous. J'ai eu des questions extrêmement précises lors du questionnaire qui vous a été adressé par Anne Dirard en vue de cette visioconférence. Je ne peux pas répondre à toutes les questions individuelles. Moi, je vais vous donner un certain nombre de pistes de réflexion qui sont à analyser en fonction de votre situation personnelle, en fonction de la situation personnelle de votre enfant ou de votre proche. Parce que, on l'avait déjà vu lors de la précédente réunion, chaque situation est particulière et chaque situation doit appeler une réflexion différente. Selon le type de handicap, quand il s'agit de handicap physique, pour les personnes qui sont déficientes visuelles, problèmes de surdité, déficience mentale, déficience intellectuelle, ou ce nouveau système, cette nouvelle catégorie de personnes qu'on a maintenant dans les familles, ce qu'on appelle le handicap social, des personnes qui ont des difficultés d'intégration dans la société qui sont extrêmement compliquées et extrêmement incertaines. Moi, je centralise le propos aujourd'hui sur les personnes en situation de déficience intellectuelle ou de handicap mental, et même, quelle que soit la maladie d'origine génétique, rare ou plus fréquente, dont la personne est atteinte, eh bien, il y a des situations extrêmement différentes également selon le niveau d'autonomie et selon le niveau de dépendance, au contraire, de la personne. Nous verrons que c'est souvent le critère essentiel qui est à prendre en compte. Qu'est-ce que la personne peut faire? Qu'est-ce que la personne ne peut pas faire? De quelles aides la personne handicapée a-t-elle besoin? C'est ça qui va, dans la plupart des cas, orienter la réflexion sur ses besoins, ses ressources et ce qu'il faut organiser pour elle. Selon le niveau et les capacités intellectuelles de la personne, je le dis toujours, chez les personnes en situation de handicap, il y a les mêmes différences que chez les personnes qui n'ont pas de handicap. Il y a des premiers de classe, il y a des derniers de classe, il y a des personnes qui sont plus manuelles, d'autres qui sont plus intellectuelles. Nous sommes tous différents les uns des autres et à l'intérieur d'un même type de handicap, il y a des différences extrêmement importantes selon les personnes. Je n'aime pas qu'on dise que les trisomiques, ils sont ceci, les Angelman, ils sont comme ça, les William de Rennes, ils sont comme... Non, tout ça ne veut rien dire. À l'intérieur d'un même type de handicap, il y a des différences extrêmement importantes entre les uns et les autres, selon les besoins d'assistance
et d'autonomie. Bien entendu, selon la situation familiale. Est-ce que c'est une personne qui a un conjoint, éventuellement des enfants? Est-ce que c'est une personne qui n'en a pas, qui a des frères et sœurs, qui a ses parents, qui ne les a plus? Voilà, selon la situation familiale, selon le patrimoine. Est-ce qu'il y a un petit peu d'économie dans la famille? Est-ce que la personne a des ressources? Comment tout ça se passe? Alors, je vous ai donné trois exemples. Je vais passer rapidement sur les exemples, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la, la difficulté du sujet et des situations extrêmement différentes. Un premier exemple, Toto. Oh, je l'aime bien, Toto. C'est un de mes vieux clients. Je connais sa famille depuis 2 générations. Et donc, c'est un petit dernier d'une fratrie de 6. C'est un déficient intellectuel. Il vit en foyer de vie. Il est très heureux, il est joyeux, il est toujours souriant, il y rigole. Il joue beaucoup sur sa console. Alors, malheureusement, comme il n'est pas très adroit, il la casse assez régulièrement. Il casse aussi ses lunettes ou il casse aussi son téléphone portable. Voilà, ça, c'est un petit peu ses difficultés. De temps en temps, il prend un peu des crises. Je ne sais pas pourquoi, du point de vue médical. Bon, mais bon, ça nécessite quand même un certain accompagnement et ça entraîne un certain nombre de besoins. Chaque année, il part en vacances adaptées, il fait des camps de vacances adaptées avec des organismes spécialisés. Et ses parents sont venus me voir parce qu'ils voulaient lui acheter un appartement pour qu'il en touche les revenus. Ils me demandaient si c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. On va reparler de toutes ces situations-là. Un deuxième exemple, Danny. Oh, Danny, il est sympa. Danny, il est super sympa. Il est toujours d'accord avec tout, Danny. C'est vrai, quand on lui pose une question, il répond toujours oui. Ça, c'est assez agréable. Mais encore faut-il accrocher avec lui parce que là, on est un petit peu bas. Moi, je le connais, alors ça va. Il est autiste. En fait, il ne parle à personne. Il est incapable de vivre en société. Il est très, très renfermé. Mais il se débrouille finalement pas si mal. Il dispose d'un logement. Il conduit sa voiturette sans permis. Il travaille en ESAT où il dit jamais bonjour à personne. Donc, il touche un petit salaire. Il touche une prime d'activité. Et puis, une allocation d'adulte handicapé. Voilà. Et ses parents, ben, une fois de plus, se demandent comment lui assurer le maximum d'indépendance dans le futur. Vous voyez, il n'est pas dans les mêmes conditions que le précédent. Allez, un troisième exemple, Fanny. Oh, je l'aime beaucoup, Fanny aussi. Elle est mignonne, elle est gentille comme tout. Elle est absolument adorable. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare. On ne sait pas très bien quoi, donc les médecins cherchent toujours d'où viennent ces difficultés qui sont malheureusement assez prononcées. Voilà. Elle travaille en ESAT, où elle touche un petit salaire, une prime d'activité, mais elle habite toujours chez ses parents. Elle n'a jamais quitté ses parents. Et je crois que ce sont surtout, en réalité, c'est entre nous, ce sont surtout ses parents qui ont du mal à la quitter. C'est plutôt dans ce sens-là. Elle part en vacances avec eux, jamais toute seule, ou plus rarement chez ses frères et sœurs. Et ses parents s'inquiètent de ce qu'elle va devenir plus tard quand ils ne seront plus là. Voilà, c'est la question malheureusement lancinante dans ces situations-là. Il voudrait qu'elle reste vivre dans la maison familiale ou chez ses frères et sœurs. On avait parlé de cette situation-là dans la conférence précédente. Je vous avais dit que tout ça, ben, il faut l'anticiper, il faut faire des essais, il faut essayer de la laisser un petit moment dans la maison, etc., ou chez ses frères et sœurs pour voir comment ça se passe et voir quels sont ses besoins d'accompagnement. Voilà, je ne dévoile pas davantage. Voilà, on a des situations extrêmement variées. J'insiste beaucoup sur l'autonomie ou la dépendance d'une personne. Celui qui vit en foyer de vie, ben, il est pris en charge dans son foyer, mais il aura des besoins qui seront différents de celui qui est capable de vivre en société, ou de celui ben, qui est toujours resté chez papa-maman. Voilà, en sachant que dans l'avenir, il faudra quand même envisager quelque chose. Alors, plusieurs sujets, comme je vous l'ai dit précédemment, les ressources et les placements, les questions d'aide sociale et puis la succession de la personne en situation de handicap. Je commence par les ressources. Alors, je parle assez vite, hein, je suis désolé, mais vous aurez tout le loisir pour réécouter éventuellement le replay et regarder le PowerPoint qui est bien sûr à votre disposition. Alors, les ressources, ben, pour un jeune de moins de 20 ans, je vais passer assez rapidement sur toutes ces questions-là parce que je crois qu'en fait, vous les connaissez. Pour un jeune de moins de 20 ans, ce sont les allocations qui sont absolument de droit commun pour tout enfant, hein, la prestation d'accueil du jeune enfant, les compléments mode de garde, les allocations journalières de présence parentale, etc. Et puis l'AEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEH de base, il n'y a pas de condition de ressources. Et puis pour les compléments d'AEEH, les parents peuvent, ça ce sont les parents qui le touchent. Les parents peuvent obtenir un complément d'AEEH qui est plus ou moins important selon la nécessité pour eux d'interrompre ou de réduire leur activité professionnelle en fonction de la gravité du handicap, en fonction des difficultés d'aide et d'accompagnement de leur enfant handicapé et éventuellement des dépenses supplémentaires.
La PCH, la prestation de compensation du handicap, en principe, elle n'intervient pas pour les jeunes de moins de 20 ans. Elle n'intervient en principe que pour les jeunes de plus de 20 ans. Mais dans certains cas exceptionnels, les parents peuvent demander une prestation de compensation du handicap dans un certain nombre de cas assez limités, tels que l'aménagement du logement, hein, quand il faut adapter le logement avec une salle de bain adaptée à un fauteuil, un lève-malade, etc. Mais bon, c'est au cas par cas ou pour l'adaptation du véhicule et éventuellement des aides au transport quand il faut accompagner l'enfant et que les parents sont dans l'obligation de faire eux-mêmes tous les trajets, ou un certain nombre de trajets. On peut parfois obtenir une PCH auprès du département. Donc ça, c'est demandé à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées. À partir de 20 ans. À partir de 20 ans, eh bien, tout dépend, là encore, de la capacité ou des difficultés de la personne handicapée. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois et comme je vais vous le répéter encore de nombreuses fois, ce n'est pas tellement le type de handicap, ce n'est pas la question de protection juridique qui interviennent, ce sont les besoins de la personne handicapée elle-même, ses capacités. Si c'est une personne qui peut travailler, elle peut travailler en milieu ordinaire où elle peut travailler en milieu protégé, elle touchera un salaire. Éventuellement, pour les petits salaires, vous le savez, il y a des aides de la CAF, comme la prime d'activité. Je rappelle toujours que ces aides, il faut les demander. Si vous ne les demandez pas, vous ne les obtiendrez pas, notamment auprès de la CAF. On n'a pas encore de procédure qui permette d'ouvrir toutes les allocations à une personne en fonction des dispositions légales et réglementaires. Il faut les demander. Donc la prime d'activité, si vous, en fonction du salaire, en fonction du temps de travail, etc., il faut la demander à la CAF, il faut contacter la CAF, lui présenter la personne, lui dire quelles sont ses activités et les aides dont elle peut éventuellement avoir bénéficié. Si la personne qui travaille a également un logement indépendant, ben, elle pourra, comme n'importe quelle personne, bénéficier d'une allocation logement. Si elle vit en foyer, elle aura l'allocation logement spécifique pour les personnes qui sont en foyer d'hébergement, l'allocation logement étant encaissée soit par le foyer lui-même, soit par la personne qui la reverse à ce moment-là au département. Et puis les allocations, donc ça c'est le cas de toutes les personnes qui travaillent, et puis les allocations spécifiques, bien entendu, que vous connaissez déjà à partir de 20 ans, l'allocation aux adultes handicapés. L'allocation aux adultes handicapés, elle est sous condition de ressources, c'est-à-dire qu'elle dépend des revenus fiscalisés de la personne. Les revenus fiscalisés de la personne, ce sera par exemple son salaire, ou bien des loyers, si elle touche un loyer. Eh bien, si elle a un salaire, on va lui fixer une allocation adulte handicapé. Si elle touche un loyer, en plus de son salaire, ben, elle touchera moins d'allocation adulte handicapé. Donc ça, c'est très important, on en reparlera. Revenu net catégoriel fiscal, c'est-à-dire que les revenus non fiscalisés, les intérêts d'un livret A par exemple, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'allocation adulte handicapé. La majoration pour vie autonome, donc ça suppose que la personne ait suffisamment d'autonomie pour vivre en logement indépendant et qu'elle touche déjà une allocation logement. Et puis c'est bien entendu pour les personnes en situation de handicap qu'a été instaurée la prestation de compensation du handicap, qui, elle, n'est pas soumise à conditions de ressources, qui est en fonction des besoins de la personne elle-même. Cette PCH qu'on demande à la Maison départementale des personnes handicapées, à la MDPH, on peut vous accorder soit des aides humaines lorsque la personne a besoin d'être accompagnée, que ce soit par ses parents ou par un service d'accompagnement à la vie sociale, un service de soins infirmiers, etc. Il peut y avoir des aides techniques, d'aide pour du matériel spécifique, aide au logement, aide au transport, hein, très important pour les personnes qui n'ont pas la capacité de se déplacer par elles-mêmes et qui sont dans l'obligation de recourir à un service de transport type taxi, VSL, etc. Vous pouvez demander une PCH. Je ne dis pas que vous allez l'avoir, hein, je dis que vous pouvez la demander. Les aides animalières,
on les cite souvent en exemple pour les personnes malvoyantes, par exemple, c'est extrêmement importante. Et puis, le département peut vous accorder des aides exceptionnelles. Par exemple, lorsqu'il s'agit de partir en vacances, quand un enfant en situation de déficience intellectuelle part en vacances adaptées, il y a plusieurs associations qui proposent des vacances adaptées pour les personnes handicapées. Bien entendu, ça coûte relativement cher puisqu'il faut un accompagnement personnalisé en fonction de la situation de handicap. On a des associations d'aide aux vacances où vous avez un accompagnateur pour un participant parce qu'ils sont dans des situations extrêmement lourdes. Bon, dans d'autres, il y aura un accompagnateur pour 3, pour 4, pour 5, etc. Ça dépend du niveau de handicap, ça dépend du niveau d'autonomie, une fois de plus, ça ne dépend pas de la maladie ou du handicap, ça dépend de l'autonomie et de la capacité de la personne. Et bien, comme ces vacances coûtent relativement cher, parce qu'il y a un surcoût lié au handicap, ce surcoût lié au handicap peut être financé par la PCH. La PCH, ce sont des aides qui sont versées par le département. Alors, c'est toujours pareil, il ne faut pas se mélanger les pinceaux là-dedans, c'est toujours un peu compliqué. L'allocation adulte handicapé, c'est versé par la CAF. Voilà, l'APL également, la prime d'activité aussi. En revanche, la PCH, elle est versée par le département. Il faut toujours savoir à qui s'adresser pour trouver les bonnes aides. Les PCH, c'est un petit peu compliqué. Puis alors, bien sûr, ça varie selon les départements. Je vous ai donné l'exemple ici des différentes PCH d'aide humaine. Cette aide qui permet de rémunérer un service d'aide à domicile ou de dédommager un aidant familial, un membre de la famille qui n'est pas salarié. On envisage plusieurs possibilités. La personne en situation de handicap emploie directement une personne, elle recourt à un service mandataire, ça dépend un petit peu des situations et des capacités de chacun, elle recourt à un prestataire agréé, elle recourt à un aidant familial, voilà. Donc tout ça est extrêmement compliqué, tout ça est plafonné, etc. Il faut monter un dossier et il faut bien entendu justifier des besoins de la personne en situation de handicap. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Ceux que je vous ai donnés ici sont d'ailleurs ceux du département de la Côte d'Or où je sévis, mais bien entendu, il faut voir en fonction de chaque département, les situations sont différentes selon tous les départements. Donc, les revenus, on les a vus, ils sont quand même relativement modestes. Il y aura un petit salaire en milieu ordinaire ou protégé, éventuellement une prime d'activité, une allocation adulte handicapé. Beaucoup de personnes handicapées n'ont que l'allocation adulte handicapé, qui est de 1000 et quelques, je crois 1032 euros, quelque chose comme ça, je ne connais pas les derniers chiffres. Si vous avez un salaire, eh bien vous ne toucherez pas l'allocation adulte handicapé à taux plein, vous toucherez un petit peu moins. Voilà, tout ça est un petit peu complexe et éventuellement, la PCH a demandé au département. Alors, comment assurer des revenus supplémentaires? Comment assurer des revenus supplémentaires pour une personne handicapée de façon à améliorer un petit peu son existence et son quotidien? Alors, j'ai cité en premier, parce qu'on y pense rarement, la réversion de retraite de certains régimes de retraite des parents. Certaines caisses complémentaires ou certains régimes spéciaux comme la SNCF, la RATP, les armées, des gens comme ça, des régimes spéciaux de retraite accordent une réversion de retraite non seulement aux conjoints survivants, mais également aux enfants handicapés. Il faut se renseigner auprès de la caisse de retraite. Pourquoi? Parce que les personnes handicapées ont l'obligation de faire valoir tous leurs droits avant de solliciter les allocations de la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'il faut demander les revenus, il faut demander les salaires, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, etc., etc., avant de pouvoir prétendre à autre chose. Les aides sont toujours subsidiaires aux revenus auxquels vous pouvez prétendre. Si vous avez du patrimoine, si vous avez des biens, vous êtes tenu de faire fructifier ce patrimoine et les aides seront toujours subsidiaires aux revenus que vous pourrez tirer de votre patrimoine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez un appartement qui vous donne des loyers, eh ben, ça ne vous rapporte pas un centime en réalité parce que votre allocation adulte handicapé, elle est diminuée d'autant.
Les revenus non fiscalisés sont toujours à prendre en priorité, un livret A, un compte épargne logement, un PEL, une assurance vie ordinaire. Donc tous ces revenus non fiscalisés ne seront pas pris en compte pour l'allocation adulte handicapé qui ne concerne que les revenus fiscalisés, je vous en ai déjà parlé. En revanche, ils participent aux frais d'hébergement, c'est-à-dire que pour la participation à l'aide sociale dont on parlera tout à l'heure, les revenus, même non fiscalisés, sont pris en compte. On analyse au cas par cas, on fait en fonction de la situation de chacun. Le contrat épargne handicap, je vais vous en parler souvent. Le contrat épargne handicap, c'est un placement, c'est une assurance vie souscrite par une personne handicapée. Ce contrat d'épargne handicap, c'est une assurance vie, hein, comme n'importe quelle assurance vie que nous avons tous, vous et moi, on a tous des assurances vie, c'est le placement préféré des Français. C'est une épargne pour le jour où on en aura besoin. Le jour où on en aura besoin, ben, on pourra piocher dans cette réserve. Donc c'est une épargne, c'est une réserve financière qui n'est pas prise en compte pour l'allocation adulte handicapé, qui n'est pas prise en compte pour la participation aux frais d'hébergement en foyer pour les personnes qui sont à l'aide sociale, et c'est un contrat qui est exonéré de cotisations sociales. Vous savez que sur tous vos revenus, quels qu'ils soient, vous payez de la CSG, vous payez de la RDS, etc., etc. Les intérêts du contrat épargne handicap, ils sont exonérés de cotisations sociales. Quand on sait qu'elles viennent encore d'être augmentées par la dernière loi de finances, et puis ça ne va pas s'arranger dans les années à venir, eh bien, ce n'est pas négligeable d'avoir ce type de contrat. Et ce contrat, vous pouvez le maintenir en épargne. On garde le capital, éventuellement de temps en temps on fait des retraits sur le capital si la personne en a besoin, mais on peut éventuellement transformer ce contrat épargne en rente viagère. La rente viagère, donc, elle transforme le capital en rente, donc il n'y a plus de capital disponible, mais la personne handicapée bénéficie d'une rente, par exemple après le décès des parents. Cette rente d'épargne handicap, elle n'est pas prise en compte pour l'allocation du handicapé dans un certain maximum, 1830 euros de rente par an. Elle n'est pas prise en compte non plus pour la participation aux frais d'hébergement. C'est donc vraiment de l'argent qui est disponible pour la personne handicapée. Et moi, ce que je conseille toujours, pourquoi pas, eh bien, c'est de faire deux contrats. Il y en a un qu'on va maintenir en épargne, l'autre, on va le garder en épargne aussi, ça fera deux contrats d'assurance vie, bon, ben, ça, c'est pas gênant. Et puis, éventuellement, un jour ou l'autre, eh bien, on peut transformer un des deux, quand ça devient nécessaire, en rente viagère, et puis on garde l'autre en épargne, pourquoi pas, a priori, c'est pas interdit. Voilà. Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un contrat épargne handicap? Il faut être, vous dit le Code général des impôts, dans l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Il n'y a pas de taux de handicap, il n'y a pas de 80%, de 49%. On m'a beaucoup posé de questions sur les questions de taux de handicap en matière de, de PCH ou en matière d'épargne handicap, il n'y a pas de taux particulier. C'est l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez en ESAT, à partir du moment où vous êtes en entreprise adaptée, à partir du moment où vous ne pouvez travailler qu'à mi-temps, en raison de votre handicap, eh bien, vous pouvez bénéficier de ce type de contrat. Je parlerai un petit peu plus loin des autorisations requises pour les personnes qui sont sous tutelle, curatelle, etc. Et moi, ce que je conseille toujours pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles ouvrent un contrat d'assurance vie qui est bien la mention épargne handicap, hein, il faut donner un petit justificatif. Ce contrat d'assurance vie, vous l'ouvrez le plus tôt possible, même éventuellement avec assez peu d'argent dessus. Pourquoi? C'est pour prendre date. Puisque, vous le savez, les contrats d'assurance vie, ils sont exonérés d'impôts quand le contrat a plus de 8 ans. Donc, le but de l'opération, c'est d'ouvrir un contrat d'assurance vie et de placer un petit peu d'argent dessus, même si on n'a pas des capitaux forcément très importants, puis tout le monde n'en a pas, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, eh bien, on ouvre un contrat d'assurance vie avec le minimum ou avec une petite somme pour prendre date. Et puis ce contrat-là, ben, il est disponible. Et le jour où les parents font une donation à leurs enfants, comme on l'a vu lors de la précédente conférence, ou le jour où les parents décèdent, eh bien, le contrat sera disponible pour recevoir l'épargne que les parents transmettront à leurs enfants. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas hésiter à laisser un capital par donation ou par succession à vos enfants, parce que vos enfants auront besoin de cette épargne
pour améliorer leur ordinaire et pour financer tout ce qui n'est pas pris en charge par ailleurs. On m'a demandé également s'il y avait des établissements particuliers. Non, le contrat d'épargne handicap, c'est une assurance vie. L'assurance vie, elle peut être souscrite auprès de n'importe quel assureur ou bien auprès de n'importe quel banquier. La plupart des banquiers maintenant font de l'assurance. Simplement, alors faut pas, oui, voilà, il faut voir quelqu'un d'un petit peu compétent en la matière, puisqu'il faut que le contrat soit bien mentionné, qu'il y ait la mention dessus, comme quoi c'est un contrat souscrit par une personne handicapée et avec la mention épargne handicap. J'insiste même, je ne l'ai pas mis dans la diapositive, mais je vous le précise, que si votre enfant a déjà une assurance vie, vous pouvez rajouter sur son contrat existant la mention épargne handicap. Il n'est pas nécessaire de clore le contrat existant pour en ouvrir un autre. Alors ça, il faudra peut-être vous battre un petit peu avec le banquier ou l'assureur, parce qu'ils ont un petit peu de mal à le comprendre. Mais il n'est pas nécessaire de clore le contrat pour en ouvrir un autre. Non, un contrat d'assurance vie, vous ne saviez pas que y avait cette disposition épargne handicap, vous pouvez tout à fait l'ajouter en cours de route. J'ajoute également que les contrats épargne handicap, ils donnent droit à une petite réduction d'impôt quand vous placez de l'argent dessus. Vous avez droit à 25% de réduction d'impôt dans la limite de 1 525 euros par an, majoré de, etc. Vous connaissez toujours les complications fiscales. Ça, c'est le contrat épargne handicap. Le contrat épargne handicap, c'est une assurance vie, c'est une épargne que la personne handicapée se constitue à son nom avec ce qu'elle a. À ne pas confondre avec la rente sur vie. La rente sur vie, c'est totalement différent. C'est une assurance vie qui est souscrite par les parents au profit d'un enfant malade ou handicapé pour lui servir une rente le jour où les parents disparaissent. Donc c'est un contrat qui est souscrit par les parents. Le contrat épargne handicap, il est souscrit par l'enfant handicapé. La rente sur vie, il est souscrite par les parents. On peut imaginer 36 000 sortes de rente sur vie, soit à prime unique. Vous avez un capital, vous le placez sur un contrat et on prévoit que le jour où vous ne serez plus là, ce contrat sera transformé en rente au profit de votre enfant, ou bien vous prenez des versements périodiques, tous les mois ou tous les ans, vous constituez une petite épargne au fur et à mesure, et puis le jour où vous n'êtes plus là, le contrat est transformé en rente au profit de votre enfant handicapé. La rente n'est pas prise en compte pour les aides sociales, allocation adulte handicapé, elle n'est pas prise en compte non plus pour les frais d'hébergement de la personne en foyer. Donc c'est vraiment de l'argent qui est disponible pour la personne. Elle est attribuée hors succession à l'enfant bénéficiaire. C'est une épargne que vous faites, c'est une prévoyance que vous faites au profit de votre enfant handicapé qui lui est attribuée hors succession. Alors, la rente sur vie, à la différence de l'épargne handicap, vous ne pouvez pas la souscrire auprès de n'importe quel assureur. Il n'y a pas 36 compagnies d'assurance qui fassent de la rente sur vie. Je n'en connais pas tant que ça. La principale, c'est celle qui est proposée par l'ADAPI, ou plutôt l'UNAPI, l'Union nationale des parents d'enfants handicapés, qui a en partenariat avec AXA un contrat de rente sur vie. Alors, je serais gentil de ne pas le répéter absolument partout, parce que je sais qu'il y a des membres des ADAPI ou de l'UNAPI qui nous écoutent. Je trouve que cette rente sur vie, elle coûte relativement cher entre l'épargne qu'il est nécessaire de faire pour la rente dont va bénéficier l'enfant. Mais une fois de plus, c'est au cas par cas qu'il faut vraiment analyser la situation. Si on a des capitaux disponibles, moi je privilégierais plutôt le contrat d'épargne handicap. Si on n'a pas d'épargne disponible, mais qu'on a des revenus suffisants, on peut éventuellement constituer un contrat de rente sur vie. Une fois de plus, c'est à prendre au cas par cas en analysant vos capacités financières et les besoins de votre enfant en situation de handicap. Vous voyez, ça, on ne fait pas de miracle hein, en matière de ressources et en matière de placement pour une personne handicapée. Je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. On se contente de faire avec les éléments disponibles. Nous allons maintenant voir les problèmes d'hébergement des personnes en situation de handicap mental ou de déficience intellectuelle. Eh bien, l'hébergement des personnes handicapées, à partir du moment où les parents, et c'est souvent une des difficultés, à partir du moment où les parents parviennent à s'en séparer, parce que je sais que l'enfant handicapé, on le protège. Les parents d'un enfant handicapé sont souvent les meilleurs parents du monde, comme tous les parents d'ailleurs. Ils s'occupent 24 heures sur 24, 365 jours par an de leur enfant.
parfois un peu trop, j'ose le dire, parfois un peu trop, et il faut, autant que possible, favoriser l'autonomie de l'enfant handicapé, parce qu'on sait que de plus en plus, eh ben, les enfants handicapés survivent à leurs parents. Et puis les enfants, ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés ou qu'ils sont en situation de déficience intellectuelle qu'ils n'ont pas le droit non plus d'avoir une vie aussi autonome que possible. Eh bien, selon leurs capacités, selon leurs besoins, selon leurs désirs, selon leur situation, mais j'insiste bien pour qu'on parle de la situation de l'enfant handicapé, et pas forcément de ce que les parents, eux, envisagent. Les parents, ils sont souvent, je le dis, moi, je ne crains pas de prendre des baffes. Les parents sont souvent un peu surprotecteurs pour leur enfant handicapé. C'est naturel, je le comprends tout à fait. Il faut prendre sur soi pour lâcher un petit peu son enfant, notamment parce qu'il est en situation de handicap, les autres aussi d'ailleurs, notamment parce qu'il est en situation de handicap, mais on peut parfaitement envisager pour certaines personnes qu'elles vivent en milieu ordinaire, avec un appartement où elles sont soit en location, soit en propriété, éventuellement en situation HLM quand ils ont des ressources relativement modestes. Eh bien, les personnes en situation de handicap bénéficient tout à fait de la législation ordinaire ou HLM pour se loger. Il y a le droit au logement, il y a le bail traditionnel, il y a les législations particulières pour les HLM qui permettent d'avoir un logement dans des conditions plus favorables de ressources pour les personnes qui ont peu de ressources, et c'est malheureusement souvent le cas des personnes en situation de handicap. Elles ont droit à une allocation logement, un complément éventuellement d'allocation selon leur situation. Lorsque la personne est susceptible de vivre en autonomie, eh bien, il faudra organiser les ressources et le patrimoine. Il faudra lui trouver des revenus complémentaires. Je vous l'ai dit qu'il y en avait pas mal de possibles, mais qu'il faut les demander, son salaire, l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité, l'allocation logement, tout ça, ça suppose un certain nombre de démarches. Et lorsque la personne est susceptible de vivre en autonomie, on pourra envisager de lui acheter un appartement ou de lui constituer l'usufruit, le droit d'usage sur un appartement pour qu'elle puisse y habiter. Mais il faudra aussi, on en avait parlé lors de la séance précédente, organiser son accompagnement médico-social. Et il faudra voir quel est le service d'aide à domicile, quel est le- les services d'aide à la vie sociale qui pourront accompagner l'enfant handicapé pour l'aider. Il n'est pas souhaitable non plus que les parents s'occupent de tout. Une fois de plus, il faut savoir, c'est très difficile, passer la main. Ben oui, bien sûr, quand on a un enfant handicapé, passer la main, je le conçois tout à fait, c'est extrêmement lourd. Les parents ont l'impression d'abandonner leur enfant. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut l'aider dans ces situations-là. Il a besoin d'aide, les parents ne sont pas éternels, les parents peuvent vieillir, ils peuvent avoir un accident, il faut que l'enfant puisse continuer à s'épanouir autant que possible, et c'est toujours à l'enfant handicapé. Un enfant, il a 20, 30, 40, 50 ans, hein, voilà, pour moi, on est toujours l'enfant de ses parents, quel que soit son âge. Lorsque les personnes sont plus lourdement handicapées en situation de déficience intellectuelle, handicap physique ou mental, souvent associés malheureusement, ce sont aussi des épisodes qui arrivent. Pour les personnes handicapées euh, qui sont en établissement psychiatrique, lorsque la personne est en établissement psychiatrique, les établissements sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc là, il n'y a absolument aucun souci à se faire. Il n'y a pas de participation, il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de choses comme ça. C'est la sécurité sociale qui paye comme elle vous paye le médecin, la pharmacie, l'hôpital, etc. Un établissement psychiatrique, c'est financé par la sécurité sociale. Il n'y a pas de participation, pas de récupération pour les personnes qui sont en établissement psychiatrique. Alors les personnes, elles font parfois des stages en établissement psychiatrique. Elles y passent un certain nombre de mois, parfois même un certain nombre d'années. Elles n'y restent pas forcément à vie. Bien entendu, ce n'est pas fait pour ça. Les établissements psychiatriques sont des établissements de soins. Et donc, on va essayer de remettre la personne soit en milieu ordinaire, soit pour les personnes qui ne peuvent pas partir en milieu ordinaire, dans un foyer d'hébergement, dans un foyer d'accueil médicalisé, dans une maison d'accueil spécialisée, ce qu'on appelle les établissements d'accueil médicalisés ou les établissements d'accueil non médicalisés. Donc pour ces établissements-là, foyer d'hébergement, foyer de vie, femmes, masses, etc. Tout ce qui est partie médicale, tout ce qui est la partie médicale, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc une fois de plus, il n'y a pas de question à se poser sur la participation ou la récupération ou le financement. En revanche, la partie hébergement,
elle est à la charge du bénéficiaire. Vous payez votre loyer, vous payez votre résidence principale, vous payez votre électricité, vous payez votre eau, vous payez votre alimentation. Et bien, les personnes handicapées qui sont en foyer, c'est la même chose. Leur hébergement, il est à la charge du bénéficiaire. Mais le bénéficiaire, parce qu'il a des ressources souvent modestes et que ces établissements coûtent relativement cher compte tenu du personnel qui y est nécessaire, ces établissements sont financés par le département et les personnes peuvent bénéficier de l'aide sociale départementale. C'est l'aide sociale départementale qui va payer le foyer d'hébergement, le FAM, le MAS, pour la partie hébergement. Mais bien entendu, la personne, elle va participer. Les frais d'hébergement des personnes handicapées, en foyer d'hébergement, en masse, en femmes, peuvent être pris en charge par l'aide sociale du département sous condition de ressources. Et voilà, on y arrive. La personne va participer sur ses revenus à ses frais d'hébergement, comme vous et moi. Tous, nous payons nos frais d'hébergement, notre nourriture, notre chauffage, notre logement, etc. Eh bien, les personnes handicapées, c'est la même chose, mais les personnes handicapées, eh bien, elles bénéficient du département pour ce qu'elles ne peuvent pas payer elles-mêmes. Mais on leur demandera quand même de participer sur leurs revenus. Et on prendra, je dis grosso modo, 90% des revenus. Je vous donnerai quelques exemples après. Et puis, ce qui n'est pas payé par la personne, il est payé par le département. Mais le département, il ne fait pas un cadeau. Le département, il fait une avance. Et cette avance, elle se récupère sur la succession de la personne handicapée lorsque la personne handicapée va elle-même décéder et laisser un héritage. Je vous ai mis un petit exemple parce qu'il faut se rendre compte quand même des chiffres que ça représente. Dans un foyer d'hébergement, voilà, la partie hébergement, un prix de journée 100 euros, 100 euros par jour, c'est pas très cher comme établissement. Ben, ça fait 3 000 euros par mois. Ben, il n'y a pas grand monde qui a 3 000 euros de revenus par mois pour se payer son foyer d'hébergement, plus les autres dépenses qu'il y a à assumer. 3 000 euros par mois, ça fait 36 000 euros par an. Une personne qui reste 10 ans, ça fait 360 000 euros. Une personne qui reste toute sa vie, 40 ans, en foyer d'hébergement, ça coûte à la collectivité 1 440 000 euros. Il faut quand même en avoir conscience. Ce sont des sommes absolument énormes que le département finance. Vous savez que l'aide sociale, l'aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes en situation sociale difficile, représente plus de la moitié des dépenses des départements. Il faut quand même en avoir conscience. Voilà, donc la personne va participer sur ses revenus, elle ne participe pas sur son capital. La récupération, elle n'intervient qu'au décès de la personne handicapée. Un petit exemple sur la participation aux frais d'hébergement. Les personnes handicapées participent sur leurs revenus. La participation, je vous ai pris l'exemple assez classique des personnes qui travaillent en ESAT, euh, participation 2 tiers des salaires, 90% des autres revenus. Donc, si elle touche une allocation adulte handicapé, si elle touche du loyer, si elle touche les intérêts d'un livret A, si elle touche les intérêts d'un compte épargne logement, etc., eh bien, on va lui en prendre 90% des intérêts, pas du capital, des intérêts. En revanche, il faut savoir que certains départements fixent un revenu théorique pour les biens qui ne sont pas productifs de revenus. Si vous avez des terres qui ne sont pas louées, si vous avez des biens qui ne rapportent rien, certains départements fixent un revenu théorique de 3%, souvent. Hein, ça peut coûter un peu cher. Eh ben, le reste à vivre, il est à peu près de 10% des revenus, avec certains minima, selon la situation, selon les départements. C'est extrêmement variable. Voilà, donc c'est ce reste à vivre qui pose problème. La participation aux frais d'hébergement, je vous ai pris un exemple, quelqu'un qui travaille en ESAT, il touche 600 euros de salaire, il a une allocation adulte handicapé de 600 euros, je pense sur la prime d'activité ou des choses comme ça, il paye 2 tiers de son salaire et 90% de son allocation handicapé. Sur ses 1 200 euros de revenus, il va reverser 940 au département. Et il lui reste 260 euros par mois pour toutes ses dépenses personnelles, tout ce qui n'est pas pris en charge autrement, pour s'habiller, pour s'acheter une carte de bus, ou de métro, ou de tram, pour ses soins d'hygiène, pour le pédicure, pour le coiffeur, pour payer son téléphone, pour payer ses lunettes, payer ses loisirs, se payer un bowling, se payer une pizzeria, voilà, et puis avoir un petit peu d'argent de poche. D'où la nécessité, j'y reviens, d'organiser des ressources qui ne seront pas des revenus,
parce que les revenus sont ponctionnés à 90% par le département, mais une épargne, puisque la participation est que calcule sur les revenus, elle ne se calcule pas sur l'épargne de la personne handicapée, d'où la nécessité, j'y reviens, de ce contrat d'épargne handicap qui permet aux personnes handicapées d'avoir une épargne disponible en fonction de la situation financière de chacun, bien sûr. La récupération sur succession des aides départementales, alors les aides d'État ou de sécurité sociale ne se récupèrent pas, se récupèrent les aides qui sont versées par le département, essentiellement les frais d'hébergement en foyer, femmes, masques, etc., et la plupart des aides à domicile qui sont versées par les départements. Tout cela est variable selon les départements. Des exceptions, pas de récupération, et ça c'est très important, en cas de retour à meilleure fortune. Il n'y a pas de récupération sur les économies de la personne handicapée, il n'y a pas de récupération sur les donations qu'elle reçoit, ni sur les successions qu'elle reçoit, ce qui est différent pour les personnes âgées. Donc il ne faut pas hésiter à laisser par donation ou succession une épargne à votre enfant. Il en aura besoin pour se payer tout ce qu'il ne peut pas, tout ce qui n'est pas pris en charge avec sur ses revenus un reste à vivre relativement faible. Alors bien entendu, attention aux aides sous conditions de ressources au financement d'hébergement, mais toutes ces dépenses personnelles, la vêture, transport, hygiène, coiffeur, téléphone, lunettes, sport, vacances, loisirs, argent de poche, cinéma, bowling, pizzeria, plus un certain nombre de choses, ne sont pas financées autrement. Il faut absolument le prévoir. Pas de récupération non plus sur les assurances vie de la personne handicapée. C'est l'utilité du contrat d'épargne handicap. Même les intérêts du contrat ne participent pas à la prise en charge. Voilà, pour les personnes âgées, ça n'a rien à voir ici. C'est une erreur de slide. C'est le congé départemental qui fixe à chaque fois les conditions de récupération dans le règlement départemental d'aide sociale. Je pars. Pas de récupération non plus au décès de la personne handicapée. C'est toujours sur la succession de la personne handicapée. Pas de récupération au décès des parents. Au décès de la succession de la personne handicapée, il n'y aura pas de récupération sur la part de son conjoint s'il en a un, sur la part de ses descendants s'il en a un. Je parle bien du conjoint et des descendants de la personne handicapée. Pas de récupération non plus sur la part des ascendants. Si l'enfant handicapé décède avant ses parents et qu'il laisse ses parents, les parents sont exonérés de récupération d'aide sociale. Pas de récupération non plus sur la part de la personne qui a assumé de façon constante et effective la charge de la personne handicapée. Ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas en général. C'est la situation du frère ou de la sœur qui, sans héberger chez lui son frère ou sa sœur handicapé, va régulièrement lui rendre visite, le prend en vacances, le prend à Noël, le prend pour son anniversaire, s'en occupe, l'emmène au cinéma, etc., etc. Eh bien, sur sa part, cette personne-là, qui se dévoue particulièrement pour son frère ou sa sœur handicapé, sur sa part sera exonérée de récupération d'aide sociale. Voilà, alors il faut constituer un petit dossier, bien sûr, hein. Il faut avoir des justificatifs. Ce sont souvent les directeurs de foyer qui donnent des justificatifs nécessaires sur cette exception à la récupération des aides sociales. La récupération des aides sociales ne s'opère pas sur la succession des parents. Donc, je le répète, rien n'empêche les parents de laisser un héritage à leur enfant handicapé. C'est une épargne dont il aura besoin. Et j'insiste même en disant que cette épargne qu'a votre enfant handicapé, il faut qu'il s'en serve. L'argent de votre enfant handicapé, il est fait pour être dépensé par lui pour ses besoins. On ne fait pas de l'épargne pour le plaisir de faire de l'épargne. Ça ne sert strictement à rien. C'est en fonction de ses besoins. Il a de l'argent, il peut se payer un ordinateur, il peut se payer des vacances, il peut se payer des lunettes, il peut se payer le pédicure, il peut se payer le coiffeur, il peut se payer son restaurant. Eh bien, il y va. Il y va, et s'il faut piocher sur l'épargne, on pioche sur l'épargne. Pour n'importe quoi, bien sûr, je le sais bien. La récupération s'opérera au décès de la personne handicapée sur ce qu'il laissera. Eh bien, autant qu'il profite de son argent, autant qu'il profite de son épargne, ça lui sert à lui. Une fois de plus, moi, c'est l'enfant handicapé qui m'intéresse. Ce ne sont pas ses parents, ses frères et sœurs, le département ou qui que ce soit. Ce sont ses besoins à lui. Je veux qu'il puisse vivre aussi bien que possible sans avoir trop, autant que possible, à compter et qu'il puisse avoir une petite épargne pour se payer ce dont il a envie ou ce dont il a besoin. Voilà, lorsque les parents décèdent après
leur enfant handicapé, il n'y a plus de récupération. Le département il présente la facture au décès de l'enfant handicapé. Ce qui ne peut pas être payé par la succession de l'enfant handicapé, ben, c'est perte et profit pour le département. Donc il n'y a jamais de recours contre les parents, il n'y a jamais de recours contre les frères et sœurs. On en a déjà parlé lors de la précédente conférence. Les placements pour une personne handicapée, eh bien, on en a déjà parlé un petit peu, je crois que vous avez compris. Ce n'est pas en fonction du handicap, c'est en fonction de l'autonomie, des besoins, de la capacité de la personne handicapée, selon la situation familiale et personnelle. Quel placement pour une personne handicapée? Un compte courant, bien sûr, avec une carte bancaire. Et vous savez qu'il existe dans toutes les banques des possibilités de carte bancaire spécifiques pour les personnes handicapées, où on ne peut pas retirer plus qu'il y a sur le compte, où on peut limiter le montant des retraits hebdomadaires ou mensuels en fonction du solde, etc. On autorise un retrait de maximum 100, 200, 300, 500, je ne sais pas, ça dépend des situations de chacun, euros par semaine, par mois, etc. Les placements défiscalisés, livret A, le CEL, le PL, alors il ne faut pas en abuser. Moi, je vois souvent l'enfant handicapé qui est le plus riche de la famille parce qu'il a un livret A, un livret B, un livret C, un livret D qui ne lui servent strictement à rien. Ce n'est pas forcément intéressant. J'aime mieux qu'on privilégie le contrat d'épargne handicap. La rente sur vie, je vous ai dit qu'elle était souscrite par les parents. Donc ça, c'est en fonction de la situation financière des parents. L'épargne handicap, en revanche, c'est le contrat souscrit par la personne handicapée. Je vous ai expliqué que dans bien des cas, c'était cette épargne-là qu'il fallait privilégier pour que l'enfant handicapé bénéficie de capitaux, bénéficie d'une épargne pour pouvoir payer tout ce qui n'est pas pris en charge par le foyer, parce qu'il va à la piscine, il faut lui payer un taxi, et ben ma foi, et s'il y a une épargne, et ben tant mieux. S'il n'y a pas d'épargne, il ne pourra pas y aller. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je le sais. Mais dans la mesure du possible, l'épargne des personnes handicapées, elle est destinée à leurs besoins. L'immobilier, on me pose la question 36 000 fois. Acheter un appartement pour l'enfant handicapé, oui, très bien. Si la personne handicapée peut en profiter elle-même, s'il peut l'habiter. Bien sûr, dans ce cas-là, on privilégiera l'achat d'un appartement, éventuellement par le biais d'une société civile immobilière. Je vous en ai parlé lors de la précédente conférence. En revanche, si c'est pour faire du locatif, non, ça ne sert strictement à rien. Non seulement ça va diminuer les allocations adultes handicapés qu'il peut toucher, mais en plus, il va payer des impôts dessus, et de la CSG, etc. Non, dans ces cas-là, dans la plupart des cas, ça ne sert strictement à rien. Je donne un principe général, bien entendu, au cas particulier, en fonction de la situation de chacun. On verra comment on fait. L'immobilier, votre immobilier, ben, il peut constituer le lot de vos autres enfants, éventuellement qui paieront ce qu'on appelle une soulte, un enfant handicapé, qui aura comme ça de l'argent disponible, qui aura de l'argent de côté, ou éventuellement ça peut constituer le lot de l'enfant handicapé lorsque les parents n'ont que de l'immobilier, c'est un peu souvent le cas, on a sa maison, un point c'est tout. Et puis peut-être un petit peu de bien, on a deux, trois terres, un petit bois de famille, des choses comme ça. Voilà. Et bien dans ces cas-là, cet immobilier, il faut savoir qu'au décès des parents, il sera vendu parce que ça n'a pas d'intérêt pour l'enfant handicapé de le conserver. Il touchera une somme d'argent et cette somme d'argent sera placée sur un contrat d'épargne handicap que vous aurez souscrit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Et cette épargne elle lui sera disponible pour qu'il puisse éventuellement retirer dessus ce qui est nécessaire à ses besoins. Les placements défiscalisés, bien entendu, c'est très intéressant lorsque la personne touche l'allocation adulte handicapé. Lorsque la personne est en foyer d'hébergement pris en charge par l'aide sociale, eh bien attention, les revenus même défiscalisés participent aux frais d'hébergement. L'épargne handicap, je crois que vous avez compris que c'était quelque chose que j'estimais bien utile pour les personnes handicapées, sur lequel on peut organiser des retraits pour combler l'insuffisance des revenus. Parce que je le vois souvent, hein, je le vois souvent, je l'ai encore eu il n'y a pas très longtemps, une personne qui vivait dans un foyer et qui travaillait dans un ESAT malheureusement assez loin. Il fallait, parce qu'il n'y avait pas de transport en commun, elle n'était pas capable d'utiliser les transports en commun, il fallait payer un taxi. Et malgré la prestation de compensation du handicap, elle ne pouvait plus, elle n'arrivait plus avec ses revenus à se payer son taxi. Et on était en situation de déficit. Absolument, absolument dramatique. Donc, cette personne-là, si elle avait eu, bon,
Malheureusement, il n'y avait pas. Si elle avait eu une épargne, elle aurait pu piocher dans cette épargne pour rentrer au foyer et se payer son taxi. Il a fallu faire des pieds et des mains pour lui trouver un autre ESAT plus facilement accessible, etc., etc. Une situation extrêmement difficile à vivre pour elle parce qu'on lui a changé toutes ses habitudes. C'était compliqué. Donc, j'insiste bien sur ces besoins de la personne handicapée. Je vous ai parlé des loisirs, du cinéma et de la pizzeria, c'est un peu des blagues, mais pouvoir se payer un pédicure, pouvoir se payer le coiffeur, pouvoir se payer ses produits d'hygiène, etc., c'est un minimum auquel les personnes handicapées ont droit. Le reste à vivre, malheureusement, n'est pas très important. L'épargne des parents est absolument indispensable et doit servir à l'enfant handicapé. La rente sur vie, je vous en ai parlé. Pensez éventuellement à souscrire un contrat obsèque pour votre enfant handicapé. Le contrat obsèque peut être souscrit par les parents pour financer les obsèques de leur enfant handicapé le moment venu. Et pour les contrats obsèques, il n'y a aucune autorisation à demander. Voilà. Au décès de la personne handicapée, oui, il faut en parler. Malheureusement, c'est des choses, il ne faut pas se voiler la face, ce sont des choses qui vont arriver. Quels sont les héritiers d'une personne handicapée? Quels sont les héritiers de n'importe qui? Eh bien, les héritiers sont définis par le Code civil. Premièrement, le conjoint et les enfants, s'il y en a. Alors, souvent, pour les personnes déficientes intellectuelles, pour les personnes en situation de handicap mental, il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas d'enfant. Dans ce cas-là, ce sont le père, un quart, la mère, un quart, les frères et sœurs, le reste. S'il y a les deux parents, c'est les parents, donc moitié, les frères et sœurs pour l'autre moitié. S'il y a un seul des parents, le père ou la mère, un quart, les frères et sœurs, trois quarts. S'il n'y a plus les parents, ce sont les frères et sœurs qui héritent. Voilà. S'il n'y a pas de frères et sœurs, ben, ce sont les parents exclusivement. S'il n'y a pas de parents, pas de frères et sœurs, ce sont les autres ascendants, les grands-parents, éventuellement, s'il y en a. Ce n'est pas très souvent. Et sinon, ce sont les collatéraux. On va aller chercher les oncles, les tantes, les cousins. Et on peut hériter comme ça jusqu'au sixième degré. Cousins issus de germain, ça va assez loin. Et puis, s'il n'y a pas d'héritier, ben, c'est l'État qui hérite des personnes qui ne laissent pas d'héritier. Je passe assez rapidement sur tout ça. Une personne handicapée peut-elle faire une donation? Alors oui, je rappelle la différence entre donation et legs. Une donation, elle a un effet immédiat. Comme disent les enfants, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Une donation, elle a un effet immédiat. Un leg, il prend effet, comme une assurance vie, qu'au décès de la personne. Une personne handicapée peut-elle faire une donation? Oui, bien sûr, c'est toujours possible, mais il faudra faire attention à ce que la personne handicapée ne se dessaisisse pas de ce qui lui est nécessaire. On ne fera de donation que ce dont on est sûr qu'elle n'aura pas besoin un jour. Alors, il faudra motiver sérieusement la demande. En matière de curatelle, pour les personnes en curatelle, il faut l'assistance du curateur, et si le curateur est lui-même le bénéficiaire, il faut l'autorisation du juge des tutelles. Lorsqu'on est en tutelle ou lorsqu'on est en habilitation familiale, on peut faire des donations, mais avec l'autorisation du juge des tutelles. Il faut là encore motiver sérieusement la demande pour justifier au juge que la personne handicapée ne donne que ce qu'on est sûr qu'elle n'aura pas besoin plus tard. Personne handicapée peut-elle faire un testament? Eh bien, bizarrement, ça va paraître peut-être bizarre, mais oui, une personne handicapée peut faire un testament, quel que soit le régime de protection, curatelle, tutelle, habilitation familiale. Une personne handicapée peut toujours faire un testament. Si elle est sous tutelle, il faudra l'autorisation du juge. Mais attention, attention, on ne peut faire que seul son testament. On ne peut jamais faire le testament à la place de quelqu'un d'autre. Les parents ne peuvent pas faire le testament à la place de leur enfant handicapé. Et si le testament est fait parce que le gamin il sait écrire et puis on lui fait recopier le modèle qui a été préparé, attention, il y a un risque important d'annulation du testament. Pour faire un testament, il faut être saint d'esprit, vous dit le Code civil. Et malheureusement, pour les personnes en situation de handicap mental ou de déficience intellectuelle, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le testament. En revanche, l'assurance vie, oui, bien sûr, j'y reviens. L'assurance vie, le fameux contrat d'épargne handicap. Oui, une personne handicapée peut faire une assurance vie, quel que soit le régime de protection. En curatelle, il faudra l'accord du curateur. Si les parents sont curateurs, il faut que les parents signent. En tutelle, il faut l'accord du juge des tutelles pour faire un contrat d'assurance vie. Pour l'habilitation familiale ponctuelle, il faut regarder dans le jugement ce qui est autorisé ou pas.
Et pour une personne qui est en habilitation familiale générale, c'est le représentant, souvent les parents, qui peut souscrire le contrat d'assurance vie et désigner le bénéficiaire. Attention, les compagnies d'assurance ne sont pas toujours au courant. Et les compagnies d'assurance, souvent, elles vous demandent l'autorisation du juge. Eh bien non, il n'est pas nécessaire pour une personne sous habilitation familiale d'avoir l'accord du juge, sauf si les parents sont eux-mêmes bénéficiaires de l'assurance vie. Hein, c'est un petit peu compliqué. Lorsqu'on désigne le bénéficiaire, il faut bien choisir le contrat. Et puis, ne pas oublier la mention épargne handicap pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux. Donc la clause bénéficiaire, si on est en opposition d'intérêt, clause mes parents, à défaut, mes frères et sœurs, etc. Là, il faudra l'autorisation du juge des tutelles. Souvent, on ne va pas bien loin et puis on met mes héritiers. Voilà, ça ne pose pas de problème. On peut souvent mettre la clause générale, mes héritiers, mais on peut envisager, pourquoi pas, de mettre comme bénéficiaire un membre de la famille ou pourquoi pas une association. C'est parfaitement possible. Il faut en justifier. Ben voilà, mon enfant handicapé, il est enfant unique. Il a certes des cousins au troisième, quatrième, cinquième degré, mais il ne les voit jamais, il ne s'en occupe pas. Nous, on préférerait que ce soit telle association qui s'est toujours occupée de notre enfant avec beaucoup de dévouement qui soit bénéficiaire. Eh bien, c'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. On peut tout à fait désigner une association comme bénéficiaire. Enfin, de plus, tout ça est à prendre au cas particulier en fonction de la situation de chacun. Sur les assurances vie, il n'y a pas de récupération d'aide sociale, puisque comme c'est hors succession, il n'y a pas de récupération d'aide sociale. Je dirais plutôt en l'état actuel des textes. Je ne serais pas sûr que, comme pour les personnes âgées, il n'y ait pas un jour une modification sur ces choses. La fiscalité, alors c'est dramatique parce que je vais devoir aller très très vite sur ces questions fiscales. Fiscalité, on a deux choses. On a les abattements, c'est la somme sur laquelle on ne paye pas. Et puis après, on a les droits de succession, c'est-à-dire les sommes que les héritiers doivent payer. Les abattements, on ne paye pas à concurrence de 100 000 euros par enfant et par parent. Si l'enfant handicapé décède en laissant ses deux parents, eh bien, à hauteur de 100 000 euros, les parents sont exonérés de droits de succession. Et vous savez que les parents sont exonérés aussi de récupération d'aide sociale. Je vous en ai parlé. Les frères et sœurs, eux, ils seront peut-être soumis à la récupération d'aide sociale. L'abattement est limité à 15 932 euros. Les neveux et nièces, 7 967 euros. Toute autre personne, 1 594 euros. Et puis, si l'héritier est lui-même handicapé, vous pouvez imaginer un enfant handicapé qui laisse un frère et une sœur handicapés, eh bien, on retrouve l'abattement des personnes handicapées à ce niveau-là. Ça, c'est la somme sur laquelle on ne paye pas. Puis ensuite, quelle somme on va payer en ligne directe? Donc, au-delà des abattements dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai simplifié tout ça. Hein. Vous regarderez bien, vous verrez votre notaire dans votre situation personnelle. Tout ça, c'est très, très simplifié. Je ne rentre pas dans les détails. En ligne directe, ça va de 5 à 20%, et même plus pour les gros patrimoines. Entre frères et sœurs, ça fait mal. 35 et 45%. Sur les neveux et nièces, 55%. Pour toute autre personne, 60%. Attention, ça vous savez, je fais un aparté, c'est le taux qui s'applique au legs entre concubins. Vous vivez avec quelqu'un qui vous est très cher, vous vivez avec depuis 40 ans, mais vous n'êtes ni marié ni pacsé. Vous voulez lui léguer quelque chose, il va payer 60% de droits de succession. Bon, mais ceci, c'est tout à fait hors sujet. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique sont exonérées de droits de succession. Fiscalité sur les assurances vie, je passe. Tout cela est compliqué, hein, vous le regarderez en détail avec le replay. 152 500 euros par bénéficiaire. Donc, si vous avez 4 bénéficiaires sur votre assurance vie, ça fait 4 fois 152 500 euros pour les sommes placées avant 70 ans. Et puis ensuite, c'est 20%. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'entre frères et sœurs, par exemple, je vous ai expliqué que l'abattement, il n'était que de 15 000. Les droits, ils sont à 35 et 45%, alors que là, il y a un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et une fiscalité à 20%. C'est quand même très intéressant si vous avez une assurance vie et que c'est l'épargne dont votre enfant handicapé n'aura pas eu besoin sa vie durant. J'insiste beaucoup pour qu'il utilise son argent pour ses besoins. Ce qui en restera pourra revenir à ses frères et sœurs avec une fiscalité là privilégiée. Tout ça, ça s'organise, tout ça, ça se réfléchit. Pour les sommes versées après 70 ans, là, l'abattement est beaucoup plus faible. Je passe sur les détails. Ah ben voilà, je crois que j'ai déjà raconté pas mal de choses. Il est 13h31. Je crois qu'on m'avait laissé 1 heure
pour faire mon petit exposé. Ça va nous laisser maintenant le temps d'avoir un débat. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser, j'insiste bien, des questions d'intérêt général. On pourra revenir sur certains slides de PowerPoint si je suis passé un peu vite. Vous pourrez poser des questions d'intérêt général et je suis à votre disposition. Je suis également à votre disposition pour vous aider à titre individuel. Bien entendu, je ne vais pas me substituer à votre notaire, à votre banquier, à votre avocat, à votre conseiller habituel, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser. J'en ai déjà reçu quelques-unes. Alors, vous êtes gentil, je suis en retraite quand même, donc vous me laissez aussi le temps de m'occuper de mes activités de retraité. Je ne fais pas que ça non plus, mais si vous souhaitez par exemple une visioconférence avec votre notaire pour qu'on envisage ensemble la situation, moi je suis tout à fait à votre disposition.